Bienvenue sur le ring, l'ODJ, radio et TV, c'est Mohamed Jalil. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous êtes expert en changement climatique, en ressources hydriques et en développement durable. Et vous êtes également secrétaire général de la Fédération marocaine du conseil de l'ingénierie. Donc on va essentiellement parler d'un sujet qui est dominant aujourd'hui, cette canicule, en plein printemps, en plein mois d'avril. Oui. Donc ce débat sur le ring en 3 rounds avec vous, c'est Mohamed Jalil. Premier round, surchauffe terrestre est-elle conjoncturelle ou structurelle, avec un point d'interrogation. Deuxième round, eau, culture et ressources agricoles, fruits et légumes. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles tensions? On a vu avec les tensions déjà existantes d'un point de vue inflationniste, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles perturbations? Et troisième round, le Maroc peut-il faire face à la menace climatique? Avec également un point d'interrogation. Mais sur le premier round, premier thème, surchauffe terrestre, conjoncturelle ou structurelle, ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques jours et qui va encore a priori durer, est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? Alors tout d'abord, merci Rachid de m'avoir invité. Tout d'abord, je voudrais préciser que le Maroc a un climat qui est très connu. C'est un climat qui est caractérisé par un certain nombre de points extrêmement importants qu'il va falloir un petit peu souligner aujourd'hui. C'est d'abord un climat qui est très variable d'abord. Donc on a une très grande variabilité. C'est-à-dire que le climat, quand on parle par exemple de moyenne climatique dans n'importe quel pays, en particulier au Maroc, on parle de moyenne. Quand on dit par exemple que la température moyenne est de, mettons, 25 degrés, etc., ça reste toujours une moyenne, mais nous avons une variabilité qui fait qu'autour de cette moyenne, nous avons des fluctuations qui sont extrêmement importantes. Alors aujourd'hui, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que ces fluctuations-là ont tendance à s'exacerber, à devenir beaucoup plus extrêmes et donc à amplifier cette variabilité climatique. C'est ce qu'on appelle la variabilité climatique. Est-ce que c'est Mohamed Jalil, est-ce que cette variabilité qui est propre, est-ce qu'elle est propre au Maroc ou il y a d'autres pays aussi à travers le monde et dans d'autres continents où il y a une variabilité qui est aussi exacerbée? Alors en général, cette variabilité n'est pas propre au Maroc. Chaque région du monde a sa propre variabilité. Nous avons des régions qui sont beaucoup plus, si vous voulez, exacerbées d'un point de vue variabilité que d'autres. Mais ce qui est le propre en quelque sorte de la région dans laquelle on se situe, entre les latitudes pratiquement de 28 degrés jusqu'à 32 degrés de latitude au nord, c'est que quand même nous sommes dans une zone qui est très fluctuante d'un point de vue paramètres climatiques, notamment les températures, l'humidité, les précipitations, etc. Est-ce que ça c'est lié à l'exposition géographique de notre pays? C'est lié tout d'abord à l'exposition géographique de notre pays, à notre position, mais c'est lié aussi à des facteurs qui sont locaux, notamment la proximité avec la proximité de la mer, le relief, etc. etc. Et cette variabilité, même au sein du Maroc, on va voir que c'est une variabilité qui va encore se distinguer d'une région à l'autre, si bien qu'au nord du Maroc, on a un climat qui est complètement différent par rapport à celui du sud, etc. Mais le point sur lequel je voudrais insister par rapport à cette thématique-là de variabilité climatique, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus d'exacerbation et d'amplification de cette variabilité. La variabilité, elle est bien sûr diurne d'abord. Oui. Sur la journée, on peut vivre plusieurs niveaux de température dans la même journée. Voilà, d'ensoleillement, de température, etc. Il est saisonnière, donc on a des saisons qui aujourd'hui. C'est-à-dire plusieurs saisons dans la même saison, c'est ça? Oui, les saisons, si vous voulez, poétiques, aujourd'hui, on les a complètement oubliées. On n'a plus ces saisons-là qu'on chantait et qu'on lisait dans les textes, si vous voulez, les petits poèmes quand on était écoulier, le printemps, l'hiver, etc. Aujourd'hui, nous avons des saisons qui sont chamboulées complètement, avec une très grande perturbation au niveau de l'année, si bien qu'aujourd'hui, on peut vivre, si vous voulez, l'été en saison printanière de printemps, on peut vivre l'hiver, etc., avec des orages, etc. Et donc, il y a véritablement une très grande variabilité. C'est Mohamed Jalil, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui traverse le pays, avec des pics de température pour aller jusqu'à 38, 39, voire plus de 40 degrés dans la région de Marrakech. Vous mettez ça beaucoup plus sur le compte de la variabilité climatique que du réchauffement climatique direct ou pas? Alors, la variabilité climatique est une constante du climat du Maroc. Le Maroc a toujours été variable sur le plan climatique. Nous avons une variabilité annuelle, nous avons une variabilité même quotidienne diurne, nous avons aussi une variabilité interannuelle. C'est-à-dire d'année en année, on peut s'attendre véritablement à des extrêmes d'inondations, de précipitations, de températures, etc. Et ça change d'année en année. Mais cette variabilité, elle est aussi liée au changement climatique. Pourquoi? Parce que le changement climatique, à partir du moment que ça modifie le bilan thermique
atmosphérique va aussi exacerber, va encore amplifier cette variabilité. Et le lien entre le changement climatique et la variabilité climatique est un lien qui a été établi depuis très très longtemps par toutes les instances scientifiques au niveau mondial et en particulier par le groupe intergouvernemental d'études sur le climat. Et en l'occurrence, le GIEC, parce qu'on va y revenir aussi, mais cette variabilité climatique que vous qualifiez par rapport à la situation que nous vivons et que nous traversons depuis quelques jours, est-ce qu'elle est prévisible? Alors, parce qu'on a eu l'impression qu'en fait, que cette pique et cette vague de chaleur qui s'abat sur le Maroc depuis quelques jours, tout le monde a été un peu surpris. Alors, en fait, on n'est pas aussi surpris que cela. La variabilité climatique, en fait, n'est pas prévisible à long terme, mais il est prédictible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de dire que dans les années à venir, à cause du changement climatique, on serait plutôt dans un climat qui est chauffant, dans un climat où on a un réchauffement qui est extrêmement important, avec un surplus, si vous voulez, un forçage, ce qu'on appelle un forçage radiatif qui est de 2 degrés, voire même de 3 degrés, ou de 3 degrés ou de 4 degrés par rapport à la moyenne. Mais ça, c'est la prédiction. Si vous voulez, ce sont les prédictions climatiques, parce que en terminologie climatique, on différencie entre prédiction et prévision. La prévision est beaucoup plus météorologique et la prédiction, elle est climatique. Au sein de la direction de la météorologie nationale, on fait des prévisions, c'est-à-dire ce sont des données, ce sont si vous voulez, des attentes de la situation climatique dans la semaine, maximum dans la semaine. On peut faire les prévisions parce que nous avons aujourd'hui des modèles qui sont capables de faire ces prévisions-là. En intégrant un certain nombre de paramètres, notamment l'observation au sol. Nous avons des stations d'observation, on observe beaucoup de choses, et nous avons aussi des modèles. Mais à long terme, on est capable aujourd'hui aussi de dire que finalement, d'ici par exemple, au fur et à mesure, donc dans les décennies à venir, nous aurons des vagues de chaleur qui sont beaucoup plus prononcées en tout cas. Prononcées, parce que ce à quoi on assiste depuis quelques jours, une fois de plus, qui devrait d'ailleurs se poursuivre, c'est avec des variabilités. C'est intéressant le terme que vous avez employé, vous. On est en pleine séquence de variabilité climatique avec du plus 10, plus 11, plus 12, plus 13 degrés. Oui. Ce qui ne s'était pas en tout cas exprimé et vu chez nous depuis plusieurs décennies. C'est-à-dire en fin avril d'avoir du plus 10, du plus 12 par rapport à la moyenne habituelle. Est-ce que c'est ça qui revêt un caractère exceptionnel? Ce n'est pas un caractère tout à fait exceptionnel. En fait, exceptionnel, c'est par rapport à une moyenne, c'est-à-dire par rapport à une moyenne de printemps, une moyenne par exemple du mois de mars et du mois d'avril. Mais on a toujours vécu dans l'histoire du Maroc des températures caniculaires, des températures qui sont extrêmement élevées. Mais aujourd'hui, ce qui serait exceptionnel aujourd'hui et la tendance vers laquelle on s'oriente aujourd'hui, c'est que ces vagues de chaleur, ces canicules vont être répétitives, ils vont être beaucoup plus persistantes, c'est-à-dire qu'on aura plus une fréquence qui est beaucoup plus élevée de ces vagues de chaleur-là, avec des températures qui sont extrêmement élevées, de 40 degrés, 42 degrés, et qui vont persister pendant plusieurs jours. Plus fréquente, est-ce que ça, en même temps c'est plus intense? Est-ce que c'est aussi, il y aura plus de fréquence et plus d'intensité? Tout à fait, donc l'intensité c'est plutôt au niveau de la température enregistrée, qui serait enregistrée. Et la persistance, c'est le nombre de jours, si vous voulez, de cette vague de chaleur. Donc le nombre de jours, au lieu que ce soit uniquement 2 jours, 3 jours, on serait plutôt vers des vagues de chaleur qui vont s'étendre en termes de durée, c'est-à-dire 10 jours, 12 jours, etc. C'est Mohamed Jalil. Donc la pause qu'on vit aujourd'hui, c'est cyclique ça veut dire quoi ça? On en a pour 10 jours parce qu'on n'a pas de... On a une certaine cyclicité, mais cette cyclicité n'est pas tout à fait régulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'attendre à une recrudescence des vagues de chaleur qui vont être répétitives, qui vont être beaucoup plus fréquentes, et qui vont persister encore beaucoup plus longtemps. C'est ça qui est extrêmement important et c'est dû, bien sûr, à la variabilité climatique naturelle que nous vivons au Maroc depuis très longtemps et qui a été connue le long de l'histoire du Maroc et qui va encore s'amplifier et s'aggraver avec le changement climatique. Parce que le changement climatique, voyez-vous, le changement climatique est... C'est comme quand vous prenez votre bouilloire en quelque sorte pour préparer le thé. Si vous lui fournissez beaucoup d'énergie, donc il va commencer à bouillonner, à bouillonner très vite. Très vite. Et l'atmosphère, c'est ça en fait. Avec le réchauffement climatique qui est dû à ce forçage radiatif qui est dû effectivement conséquence d'une pression atmosphérique. C'est surtout un déséquilibre au niveau du bilan hydrique, du bilan radiatif. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est quoi? C'est un piégeage en quelque sorte additionnel de l'énergie solaire qui est dû
à ce qu'on appelle l'effet de serre, et cet effet de serre va piéger plus d'énergie qu'il en faudrait au niveau de l'atmosphère, et qui fait que l'atmosphère va réagir par une dynamique et par une thermodynamique aussi qui va augmenter ses températures. Est-ce que ça veut dire, Mohamed Jalil, que ce que nous vivons aussi, c'est une conséquence directe ou indirecte de la pression de CO2 qu'il y a dans l'air chez nous, à la fois émise par l'électricité qui est très charbonnée, et à la fois émise également par tout ce qui est carburant, également qui contribue, je crois, à hauteur de 20 ou 24% de la pollution des émissions de CO2. Tout à fait. Alors, il y a le dernier rapport qui a été émis par le GIEC. Il le montre très bien. C'est le 6e rapport. Il peut être consulté sur Internet. Ouais. Il montre de façon extrêmement précise qu'aujourd'hui, on va s'attendre à des températures qui sont caniculaires, à des vagues de chaleur, à des précipitations qui seront amoindries et réduites. Et tout cela est dû au changement climatique. Lequel changement climatique est dû aux gaz à effet de serre, lesquels gaz à effet de serre, dont le plus important, c'est le CO2. Et donc, c'est à cause de notre économie, de notre si vous voulez, comportement humain sur cette terre-là qui est... Et chez nous, au Maroc, donc on contribue aussi. Alors, le Maroc n'est pas un très grand contributeur, oui. Mais vous savez, on est sur le globe terrestre. Au niveau du globe terrestre, nous avons une seule atmosphère. Cette seule atmosphère-là, donc, va être impacté aussi bien par les Chinois que par les Américains, que par les Européens, que par les Africains. Mais il se trouve aujourd'hui que nous, en tant que pays en voie de développement, on n'a pas contribué historiquement aux gaz à effet de serre et on en subit les conséquences. Donc il n'y a pas de conséquences directes entre la pollution, en fait, l'émission de CO2 que nous produisons chacun d'entre nous, que ce soit par l'énergie, que ce soit par le carburant avec ce que nous vivons aujourd'hui en matière de climat. Oui, mais si, il y a une corrélation, mais ce que j'étais en train de dire, c'est tout simplement que cette contribution n'est pas uniquement du fait des Marocains, c'est aussi du fait des Européens, des Asiatiques, etc. Donc ce qui se passe en Europe nous impacte directement, parce qu'on voit que le continent européen, je crois que l'Europe de l'Ouest, je crois que ça a été spécifié dans l'avant-dernier rapport d'ailleurs du GIEC, l'Europe de l'Ouest connaît un réchauffement climatique 4 fois supérieur à d'autres régions dans le monde. Comme on n'est pas très loin, est-ce que là aussi, il y a un couloir aussi qui fait qu'on est aussi impacté par cette donne? Alors, premièrement, c'est plutôt les pays industrialisés qui ont historiquement contribué aux gaz à effet de serre, donc qui ont causé en quelque sorte ce dérèglement climatique. Et aujourd'hui, bien sûr, tous les pays du monde aujourd'hui sont impactés par le changement climatique d'une certaine façon. Il y a des pays qui sont impactés d'un point de vue canicule, d'autres pays qui sont impactés d'un point de vue élévation accélérée du niveau de la mer, etc. Et l'Europe aujourd'hui, puisque l'Europe a un climat tempéré, en général, nous on est plutôt un climat entre le tempéré et le tropical, l'Europe qui a un climat tempéré, qui est relativement humide par rapport au Maroc, etc., fait que les Européens sont en quelque sorte ce changement climatique de façon dure aujourd'hui, surtout après la sécheresse, l'épisode de sécheresse de l'année dernière, on a vu ce qui s'est passé. Et même des années d'avant. Absolument, ce qui s'est passé en France, en Espagne, en Angleterre, etc. Une dernière petite question, Mohamed Jalil, avant de passer au deuxième round et à la deuxième thématique. On a vu aussi qu'il n'y a pas que le Maroc qui est directement touché et impacté par cette vague de chaleur soudaine et cette remontée d'air brûlant. Il y a aussi l'Espagne. Tout à fait. L'Espagne qui est extrêmement touchée, essentiellement le sud de l'Espagne. Ce qui fait que nous, en fait, peut-être il y a une concomitance entre le sud de l'Espagne et le nord du pays et le centre du pays. Est-ce que là, il y a une espèce de couloir aussi on est pratiquement dans la même région, si vous voulez, méditerranéenne. Le Maroc et l'Espagne sont très très proches d'un point de vue géographique et géomorphologique, et donc on est pratiquement touché par les mêmes phénomènes. C'est une vague de chaleur qui englobe aussi bien le Maroc que l'Espagne. Et bien sûr, avec quelques différences, parce que, en fait, même au niveau du Maroc, quand on va du nord au sud... C'est pas forcément les mêmes réalités climatiques. C'est pas forcément les mêmes réalités climatiques, tout simplement parce que les climats... En fait, le climat a plusieurs échelles. On parle d'un climat à l'échelle globale, et au fur et à mesure que l'on descend d'échelle, on va plutôt dans un climat qui est régional, et quand on va encore descendre encore beaucoup plus bas, on est dans un climat qui est local. Et donc, ce climat-là, sa différence d'échelle va en quelque sorte décliner des climats qui sont différents, mais qui ont le même trait. La vague de chaleur qui touche aujourd'hui la zone de Ouadhnoun est la même que celle qui touche la région de Casablanca, mais qui est ressentie différemment selon que l'on soit à Guelmim ou à Casablanca. Donc après, on est sur du ressenti. Deuxième round, c'est Mohamed Jalil, l'eau, ressources hydriques, culture agricole et donc agriculture.
Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles tensions, de nouvelles perturbations, compte tenu qu'on est toujours dans une séquence inflationniste au niveau des fruits et légumes et de l'alimentation en général qui tire l'inflation et qui domine l'inflation aujourd'hui? Est-ce que par rapport à ce qui se produit depuis quelques jours, en matière vous avez qualifié de variabilité climatique et des hausses de température entre 10 et 13 degrés qui n'obéissent pas à la normalité par rapport à la saison, est-ce qu'il faut s'attendre à des complications dans les jours et les semaines à venir, conséquence de cette vague de chaleur? Alors, tout d'abord, pour faire le lien par rapport à ce qu'on a dit, durant la première partie, c'est que le changement climatique se manifeste aussi par une déplétion des précipitations. Donc, nous avons une réduction des précipitations, aussi bien en termes de quantité annuelle que de distribution annuelle, que de quantité qui est distribuée dans ce qu'on appelle la distribution interannuelle. Aujourd'hui, les précipitations sont déjà réduites par rapport à la climatologie de 1990. Maintenant, ça fait 30 ans aujourd'hui, parce que le climat il est surtout calculé sur 30 ans, on observe effectivement qu'il y a une réduction des précipitations. Et ces précipitations-là auront tendance beaucoup plus à tomber sous forme d'orage plutôt que de systèmes perturbés. De pluie classique et traditionnelle. Classique telle qu'on la connaissait pendant l'hiver. Et ça, on le vit. La sécheresse, l'épisode de sécheresse, enfin, les années de sécheresse, ça fait maintenant 6 ans qu'on vit la sécheresse que nous avons vécue au Maroc, c'est une conséquence de tout cela. Le changement climatique va aussi aggraver cette variabilité climatique. En l'espèce, ça se manifeste par la sécheresse. La sécheresse n'est qu'une forme de variabilité climatique, seulement cette forme elle est interannuelle, d'accord? Et donc, il va aussi Donc, ça va assécher les sols. Ça va encore plus que d'habitude. Tout à fait, puisque quand on a moins d'eau, alors forcément, donc on a un assèchement des sols et on a moins d'eau disponible pour les plantes. Et quand on a moins d'eau disponible pour les plantes, donc on a, si vous voulez, une érosion des sols, puisqu'on a la disparition, si vous voulez, du couvert végétal, qu'il soit naturel ou artificiel, qu'il soit les prairies naturelles qu'on connaissait, les forêts, etc., ou les cultures qu'on pratique. Et donc, finalement, on va se retrouver aussi dans un cercle vicieux de disparition du couvert végétal, d'assèchement des sols, de désertification et d'érosion. Donc c'est ça qui est la conséquence directe de ces variabilités climatiques. Absolument, des variabilités climatiques qui est exacerbée par le changement climatique. Donc ça veut dire quoi? Parce que quand on remonte, parce que des fois on a la mémoire courte, il y a tellement d'événements qui se produisent. Octobre dernier 2022, on a eu aussi un pic de variabilité climatique où il y a eu un pic de température extrêmement élevé et peu de temps après, les agriculteurs, tout le monde attendait de la pluie et la pluie a beaucoup tardé. Est-ce qu'on risque de se retrouver dans le même schéma aujourd'hui avec ce qui se passe? Alors, parmi les impacts du changement climatique sur le régime pluvial au Maroc, ce n'est pas uniquement la quantité de pluie qui va être réduite, mais c'est aussi la date des premières pluies. Donc, la date, en fait, naturellement, si vous voulez, et classiquement, les dates des premières pluies, c'est plutôt septembre. Donc, aujourd'hui, on a tendance à avoir il y a eu un décalage de 2 mois, 2 mois et demi, de plusieurs mois. Et donc, ça va impacter directement l'agriculture pluviale, puisque les agriculteurs commencent à labourer leurs champs pendant le mois de septembre. Et donc, on risque aussi d'avoir ces retards qui vont encore se translater au fur et à mesure vers le printemps. Et ça, c'est dû essentiellement au changement climatique qui va donc là, il y a un lien direct. Et qui va aussi avoir comme impact, et ça on le vit, une réduction, comme je viens de le dire, des précipitations et une exacerbation de l'évapotranspiration. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, parce que l'eau stockée dans les barrages va s'évaporer? En fait, dans les plantes, puisque les plantes ont besoin, ils respirent comme nous, ce sont des êtres vivants. Et donc, la plante a un bilan hydrique, ce qu'on appelle un bilan hydrique, si vous voulez, de végétal. Et cette plante-là consomme de l'eau en fonction de ses besoins physiologiques. Et ces besoins physiologiques vont être perturbés par la température. Donc, c'est-à-dire que là, est-ce qu'il va falloir arroser beaucoup plus par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui en termes de chaleur? Tout à fait, puisque aujourd'hui, quand on est en situation de vague de chaleur, la plante va transpirer beaucoup plus et donc elle aura besoin d'avoir de beaucoup plus d'eau. Sinon, il va faner. Sauf que là, il y a de l'eau en tout cas attribuée et destinée aux cultures agricoles a été rationalisée, a été réduite. Exactement. Est-ce que là, du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer déjà dans un premier temps et qu'est-ce qui pourrait se passer surtout au niveau des prix des fruits et légumes compte tenu qu'on risque d'en avoir beaucoup moins en matière de production? Alors déjà, au niveau de la consommation de l'eau au Maroc, nous avons
une consommation humaine, c'est-à-dire directement par l'eau potable et par l'industrie. Nous avons une consommation pour le secteur agricole et puis après d'autres consommations. Mais le secteur agricole constitue effectivement on dirait entre 70-75% de la consommation d'eau. Un poste très important. Mais nous avons une certaine priorisation. C'est-à-dire que la quantité d'eau qu'on a dans les barrages, dans les nappes, etc., on priorise d'abord l'eau potable. Après, donc, si on satisfait l'eau potable, on passe aux autres besoins. Mais là, ça va être plus compliqué parce que le volume d'eau va être encore plus réduit. Absolument. Alors aujourd'hui, on est obligé de couper de l'eau pour l'agriculture et surtout pour l'agriculture fruitière et arboriculture. C'est-à-dire gourmande en eau. C'est surtout parce que même au sein de l'agriculture, de l'irrigation, on priorise l'agriculture pluriannuelle par rapport à l'agriculture annuelle. Et l'agriculture pluriannuelle, c'est l'arboriculture. Aujourd'hui, il y a des arbres maintenant qui meurent et on était obligé de les arracher pour en faire du feu, du bois de feu, tout simplement parce qu'on n'a pas... Faute d'eau. Toute cette vague de chaleur, je crois savoir que début mars, on était sur des niveaux de remplissage des barrages autour de 32% en moyenne sur l'ensemble des barrages du pays. Est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait un niveau d'évaporation qui soit tel que ce niveau de barrage va encore se réduire? Tout à fait. Alors, avec les vagues de chaleur, l'évaporation est un processus aérodynamique qui est amplifié par la température et par la ventilation. Vous voyez, quand vous allez sécher votre neige, s'il fait chaud et s'il vente, il sèche rapidement. Et nous avons une grande évaporation au Maroc. Ça peut atteindre 3 mètres par an. 3 mètres d'eau. Ça, c'est en moyenne. On peut aller entre 2 et 3 mètres. Et avec ces cycles de variabilité, on risque aussi de faire beaucoup de pertes au niveau des retenues de barrage pour le peu d'eau qu'elles stockent à cause des apports qui sont amoindris par le changement climatique. Et donc aujourd'hui, effectivement, dernièrement, donc avant le mois de mars, on a eu une petite perturbation pluviale qui est venue plutôt du sud, avec un enneigement extrêmement important qui a un petit peu ressuscité en quelque sorte l'espoir chez la population, mais c'était pas suffisant. Avec ce qui vient de se passer là, avec cette canicule qui s'abat sur le pays depuis quelques jours, est-ce que cette euphorie qu'il y a eu début mars avec ces pluies, en fait, aujourd'hui, tout va être évaporé? Alors aujourd'hui, ce n'est pas avec une petite quantité de pluie qui est tombée pendant le mois de mars ou de février qu'on peut résorber, si vous voulez, le retard et le déficit qu'on a accumulé pendant 6 ans. Aujourd'hui, il est important de dire que le changement climatique, il est là. Nous avons une réduction des précipitations. Nous avon une variabilité qui va s'exacerber, aussi bien en termes de sécheresse, en termes de température, etc. Et la solution pour l'agriculture, pour revenir un petit peu à votre question sur l'inflation, c'est de travailler essentiellement sur des politiques publiques qui sont capables aujourd'hui de... On va y revenir d'ailleurs là-dessus au niveau du troisième thème, mais qui dit variabilité climatique, est-ce que ça veut dire que c'est ça qui va, demain et après-demain, nourrir à nouveau l'inflation sur les produits agricoles? Parce que là, il y a un risque de rebond de l'inflation sur l'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est l'augmentation des prix. L'augmentation des prix, pourquoi? Parce qu'on a un déséquilibre. Offre et demande. Si vous voulez, de la main invisible d'Adam Smith sur l'offre et la demande. Donc, il y a une régulation du marché qui se fait par ce mécanisme d'offre et de demande. On a moins d'offres. D'accord, on a beaucoup de demandes, donc automatiquement les prix. Et là, du coup, il y aura moins d'offres et moins de demandes dans les prochains jours. Parce que l'eau est un facteur de production essentiel pour l'agriculture. Donc, aussi bien en termes d'irrigation, mais aussi en termes de tout à l'heure, quand j'ai parlé du décalage. Donc, nous avons, en fait, l'achalandage des marchés va être un petit peu perturbé puisque les produits agricoles auxquels on s'attendait, par exemple, en septembre, on les a pas. Et donc, finalement, on a une perturbation, si vous voulez, de cette offre-là, aussi bien en termes de quantité qu'en termes de disponibilité dans le temps, et qui va impacter directement l'inflation. Est-ce que pour prendre des fruits, très souvent, on prenait la tomate, parce que c'est le produit symbolique chez nous, on a vu que la production de pastèques dans le sud, du côté de Ouarzazate, est en décroissance depuis quelques années. Ce qui vient de se passer là, parce qu'il y a un pic de chaleur important, plus de 40-42 degrés dans cette région, est-ce qu'il faut se dire, et déjà s'attendre à ce qu'il y ait moins de pastèques et que la pastèque coûtera plus cher? Déjà, la pastèque aujourd'hui, elle est plus chère. Déjà beaucoup plus cher. Déjà à 200 dirhams, on a aujourd'hui la pastèque. La pastèque qu'on se procurait à 30 dirhams. Et donc, bien sûr, il y a moins de disponibilité, qui est dû au changement climatique, qui est dû à ce problème de moins d'eau. Donc, on risque aussi, ce qu'on a vu pour la pastèque, on peut l'avoir pour d'autres produits agricoles. Bien sûr, la pastèque aujourd'hui, on s'attend aussi à ce que le prix baisse, puisque on n'a pas suffisamment, on n'a pas encore atteint le pic de production. Mais ce n'est que
mais ce n'est que partie remise. Finalement, donc, il faut s'attendre à ce que les produits agricoles, qu'ils soient fruitiers ou qu'ils soient des légumes ou des primeurs, etc., soient impactés directement par cette disponibilité d'eau. Alors pour la tomate, je ne suis pas un agronome, mais ce que je peux dire, c'est que la tomate aujourd'hui, bien sûr, son prix, on a vu un petit peu son prix qui a atteint 15 dirhams. Aujourd'hui, il est à peu près à 4 à 5 dirhams. 4, 5, 6 dirhams, oui. Est-ce qu'il risque d'y avoir un rebond? Je vous dis ça parce qu'en Espagne, en préparant votre venue, c'est Mohamed Jalil, ils ont déjà chiffré à peu près les risques de pertes agricoles suite à ce que vous avez voulu qualifier de variabilité climatique. Donc, globalement, ils ont dit qu'il y a à peu près entre 3 et 4 millions d'hectares de cultures agricoles qui vont être perdues. Ça, c'est pour le sud de l'Espagne. Est-ce que chez nous, on peut, je ne vais pas vous demander de chiffrer ceci, mais en même temps, est-ce qu'il faut s'attendre aussi à une perte importante de produits agricoles, c'est-à-dire de fruits et légumes? Je ne veux pas être alarmiste, mais toutes les conditions sont là, avec le changement climatique, avec la variabilité climatique. Donc, non seulement on aura moins d'eau disponible pour l'agriculture, mais on aura aussi des risques thermiques importants qui vont faire qu'on a une destruction massive d'un certain nombre de productions agricoles, mais aussi on a une exacerbation des maladies de plantes, parce que les maladies de plantes sont aussi amplifiées par les conditions météorologiques, notamment les températures. Et n'oubliez pas non plus la production animale, parce que jusque-là, on parle uniquement de la production végétale. Même si actuellement on importe beaucoup de bovins, on importe beaucoup de viande, mais rappelez-vous, il y a 10 ans, je crois, ou plus, on avait des vagues de chaleur qui ont créé des dégâts dans tout ce qui est production avicole. Complètement. Oui. Est-ce que ça veut dire justement dans la perspective de l'Aïd Kibir fin juin, début juillet, même s'il y a eu effectivement l'annonce, l'importation massive de têtes en tout cas de moutons, puis d'1 million, est-ce que là du coup ça va renchérir aussi le coût de la viande et du mouton dans la perspective du Ramadan? Moi j'ai fait une petite balade là dans les arrière-pays de Casablanca pour voir un peu ce qui se passe au niveau des moutons et tout ça. Alors, il faut dire que la plupart des gens, donc les agriculteurs qui font de l'élevage aussi de moutons, d'ovins et surtout d'ovins, le font avec de l'agriculture pluviale. Donc ils font soit de l'orge, soit d'autres produits. Et donc aujourd'hui, puisque il n'y a pas de pluie, donc il n'y a pas de fourrage. Et puis il y a plus de chaleur surtout. Il y a plus de chaleur, donc il n'y a pas de fourrage. Donc il y a le surenchérissement de l'aliment pour bétail, et donc finalement, on tombe aussi dans donc un rebond de l'inflation pour vous est inévitable conséquence de cette variabilité. C'est une inflation qui est due à cette variabilité climatique. Bien sûr, il y a d'autres paramètres. Moi, je ne les lis pas. Il y a d'autres paramètres psychologiques, d'autres paramètres même externes. D'accord, parce qu'il y a beaucoup aussi de produits qu'on importe. Mais je crois que, ne serait-ce que pour voir un peu le déterminant climatique dans cette inflation, il est important de souligner que ça existe, qu'on risque aussi de la voir se répéter et s'amplifier et se renforcer au fur et à mesure que le changement climatique s'établit. Vous l'avez dit par rapport à la fréquence, c'est ce qui nous amène d'ailleurs à la troisième thématique et ce troisième round. Le Maroc peut-il faire face à cette menace climatique et variabilité climatique qui va, selon vous et vos prédictions, et selon votre expertise aussi, se répéter dans le temps? Alors déjà, le Maroc, quand on revient un petit peu à l'histoire du Maroc, depuis l'indépendance, le Maroc s'est engagé dans une politique très volontariste de construction d'ouvrages hydrauliques, etc. C'était justement du temps de feu Hassan Boulahmo. C'était justement pour pouvoir un petit peu atténuer l'effet des sécheresses, etc. Donc on s'en rappelle ça. Et donc, puis éviter aussi des risques de famine de population et autres. Des problèmes d'ordre public aussi, de déplacement de la population, etc. Aujourd'hui, ce paradigme-là, je crois qu'il doit être changé. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte extrêmement critique de changement climatique, et l'on doit aussi mettre en place des politiques publiques qui s'inscrivent dans une stratégie de parade par rapport au changement climatique. C'est-à-dire que finalement, il va falloir penser véritablement à prendre ce risque climatique-là et son impact sur l'eau, sur l'agriculture, etc., de façon sérieuse dans nos politiques publiques, dans notre législation. Je m'explique. Premièrement, évidemment, au Maroc, nous avons ce qu'on appelle un plan climat. Oui. Il y a un plan climat qui a été adopté par les pouvoirs publics. Nous avons même des plans climat qui sont régionaux aujourd'hui au Maroc. Donc chaque région, normalement, a son plan climat pour pouvoir... Par exemple, dans le plan climat de Casablanca, on prévoit par exemple le dessalement de l'eau de mer pour pouvoir subvenir aux besoins de Casablanca. Mais attention, mais ça reste quand même, parfois, ça reste très, très, très incantatoire. C'est-à-dire qu'on dit des choses, mais on les applique pas forcément. Parce qu'il faut avoir les moyens de sa politique. On voudrait bien le faire.
Mais pour faire une politique climatique, on a besoin de plusieurs facteurs. Premièrement, il va falloir travailler sur l'offre. Et travailler sur la demande en même temps. Augmenter le potentiel hydrique. Augmenter le potentiel hydrique. Aujourd'hui, le potentiel hydrique conventionnel est limité. On n'y peut rien. On peut construire des barrages, mais ils seraient peut-être vides. C'est important. C'est-à-dire, dans la séquence de variabilité climatique, je me dis, est-ce qu'on a besoin nécessairement comme priorité de construire des barrages? Il faut les faire. Vous savez, si on a des petites retenues de barrages qui pourraient être remplies par des orages, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas uniquement se contenter uniquement des ouvrages hydrauliques traditionnels. Il va falloir aussi accélérer le dessalement de l'eau de mer. Et pour l'accélération du dessalement de l'eau de mer, on a besoin d'énergie, puisque pour la production et d'énergie verte. D'énergie verte. Bien d'accord. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans un journal dernièrement, on parlait des petites stations nucléaires. C'est une très très bonne chose. D'ailleurs, c'est très très important qu'on puisse aussi diversifier notre bouquet énergétique. Il ne faut pas uniquement rester dans... Sauf qu'il y a une obligation de moyens et de moyens financiers, et une obligation de savoir-faire également, parce qu'il y a tout un savoir-faire que nous n'avons pas forcément, nous, en interne. Si, non, excusez-moi, allez-y. Mais non, je crois qu'au Maroc, on a quand même un très très grand savoir-faire en termes de technologie, etc. L'utilisation du nucléaire. Nous avons un centre aujourd'hui. Oui, à Rabat d'ailleurs. Voilà, qui travaille sur ça. Alors le problème, c'est que, pas le problème, c'est aussi, il faut être dans la législation internationale, il faut aussi être dans la durabilité, etc. Et je crois que le Maroc va dans ce sens-là. Et on n'a pas besoin d'avoir une très grande centrale nucléaire, on a besoin de micro-stations nucléaires qui sont capables de fournir suffisamment d'énergie pour pouvoir réduire le coût énergétique. En tout cas, vous faites partie, vous, de ces experts et spécialistes. C'est Mohamed Djellil qui dit depuis un certain nombre de temps que le dessalement de l'eau de mer, c'est pas une solution, c'est la solution. Alors, c'est la solution, mais encore faut-il que cette solution soit durable. C'est-à-dire que la solution, c'est la solution. C'est la solution parce que, Dieu merci, nous avons quand même 3500 km. Est-ce que c'est la solution pour lutter contre la menace climatique? Elle est déjà la solution pour pouvoir réduire l'impact, si vous voulez, la vulnérabilité de la ressource en eau en termes climatiques. Et pour donner aussi un moratoire aux eaux conventionnelles, parce qu'aujourd'hui, on surpompe, on fait du surpompage, on épuise nos nappes, etc. Il va falloir leur laisser un moratoire, revoir la législation, et renforcer aussi la police de l'eau, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de puits qui ne sont pas autorisés et qui continuent toujours à pomper. Et ça a un impact considérable sur la ressource, ça a un impact considérable sur les milieux aquatiques, sur les oasis et sur aussi la population. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir, si vous voulez, un panier dans lequel nous diversifions. Nous avons l'eau conventionnelle, nous avons le traitement des eaux usées, nous avons le traitement de... Est-ce que dans ce panier, ce panier en tout cas qui pourrait constituer un bouclier face à la menace climatique qui est là et qui pourrait d'ailleurs se renforcer, est-ce que vous y mettez aussi l'offre agricole? Certains considèrent que il faudra aussi revoir notre culture agricole, ce que nous produisons, et avoir un alignement aussi très précis, grammage, mètre cube d'eau dans tout ce qu'on produit. Vous savez, c'est comme le cube magique. On ne peut pas faire une face sans penser aux autres faces. Aujourd'hui, nous avons un nexus entre la sécurité alimentaire et l'eau, et l'énergie. C'est important qu'on puisse, à chaque fois, l'avoir vraiment en présence et l'analyser de façon holistique. C'est important aussi que l'on puisse considérer, comme vous venez de dire à juste titre, que pour l'agriculture, c'est important qu'on puisse connaître l'empreinte hydrique de notre agriculture, et c'est aussi de gérer la problématique des cultures qui sont aquavores. Il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui en agronomie qui disent qu'il est tout à fait inacceptable aujourd'hui que l'on puisse continuer à faire de la production agricole très intensive et qui nécessite beaucoup d'eau dans des zones qui sont habituellement, qui sont naturellement complètement... Lorsque le ministre de l'Agriculture, il y a quelques semaines, a fait une déclaration en disant que l'objectif, c'était de renforcer le rendement agricole avec moins d'eau. Est-ce que ça, c'est important. Oui. Ça, c'est important. Mais est-ce que ça, c'est possible? Oui, c'est possible tout simplement par la recherche scientifique. D'ailleurs, dernièrement, les Marocains, avec beaucoup de chercheurs marocains, avec leurs collègues au niveau international, ils ont étudié, ils ont pu, si vous voulez, faire la conception de certaines semences qui sont très très résistantes à l'aridité. Et cette recherche et développement au Maroc est très très nécessaire, je crois. D'ailleurs, c'est un projet qui datait depuis très très longtemps, qui se faisait avec les Américains, ce qu'on appelle l'aridoculture. On a besoin de revenir à l'agriculture pluviale, mais revenir avec des semences surtout céréalières,
qui serait très résistante à la sécheresse. Est-ce qu'on a besoin aussi pour lutter contre la menace climatique de réhabituer aussi, de faire évoluer les comportements de nos populations en matière de consommation également? Parce qu'on ne peut pas revoir l'offre sans revoir la demande, vous savez, me semble-t-il. On a travaillé sur la stratégie d'adaptation au changement climatique de la zone d'Omm-el-Morbiha, qui constitue un bassin qui est extrêmement important. Et on a trouvé que le plus grand effort qu'il va falloir faire, c'est au niveau de la sensibilisation. Ce n'est pas au niveau de l'offre, c'est de travailler au niveau de la demande. C'est au niveau de la demande et surtout au niveau de la sensibilisation. Parce que la sensibilisation a ceci de particulier, c'est s'il est capable aujourd'hui, on est capable avec la sensibilisation d'agir sur le comportement de l'individu. Nous sommes 40 millions de Marocains, 38 millions de Marocains. En sensibilisant ou en dissuasant? La sensibilisation, c'est aussi la dissuasion. Parce que la dissuasion est plus efficace que la sensibilisation. Tout à fait, c'est lié. C'est-à-dire que, en fait, la mise en application des lois et des règlements, c'est important, mais aussi l'information, la sensibilisation par les médias, comme ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, par l'école, par beaucoup de choses, pour que, vous voyez, il est acceptable aujourd'hui que, au niveau de Casablanca, par exemple, au niveau de Rabat, on a beaucoup de gens qui ont des puits et qui arrosent leur jardin, etc., et qui ne sont pas déclarés. La même chose au niveau du monde rural. Il est aussi inacceptable aujourd'hui que notre comportement au niveau quotidien pour l'utilisation de l'eau n'est pas un comportement, si vous voulez, économe en eau. Est-ce qu'en même temps on rentre dans une nouvelle ère justement pour lutter contre cette menace climatique, parce qu'on n'a pas forcément, en tout cas on n'a pas le choix, c'est de se dire aussi que le mètre cube d'eau va coûter plus cher, que toutes les cultures, en tout cas tout ce que nous consommons en termes de fruits et légumes, où il y a beaucoup d'eau, en tout cas la présence de l'eau, c'est ça qui va déterminer le prix, et que ce qui va être extrêmement dissuasif dans les prochains mois, prochaines années en tout cas, ça se fera par le prix, une régulation par le prix. Il est important d'abord de commencer par connaître le coût de l'eau. Le coût d'abord, le coût de revient. Aujourd'hui, ça, on n'a pas d'informations précises là-dessus. On n'a pas d'informations précises aujourd'hui, parce que le coût de l'eau qu'on livre pour l'agriculture, il va falloir connaître son coût. Et pour ce faire, il va falloir mettre en place une comptabilité, d'accord, de ressources en eau pour chaque bassin, pour qu'on puisse connaître au niveau de l'Omm-el-Morbiha combien ça nous coûte, au niveau de Saqiya al-Hamra combien ça nous coûte, etc. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cela qu'on puisse avoir une idée pour pouvoir connaître un petit peu quel est le coût de production, puisque l'eau est subventionnée. Aujourd'hui, on le livre aux agriculteurs avec moins que rien. Et on en produit des produits agricoles. Il va falloir aussi, à un moment donné, au niveau de nos lois de finances, au niveau du Haut Commissariat au Plan, de savoir aujourd'hui… Spécifier aussi le mètre cube d'eau, au même titre que le baril de pétrole sur les lois de finances. Un kilogramme de tomates, combien ça consomme d'eau et combien ça coûte en termes de consommation d'eau. C'est important. Et à ce moment-là, bien sûr, libre à l'administration et à l'État de définir en quelque sorte son taux de tarification. La tarification doit être dissociée par rapport à une politique, si vous voulez, politicienne. Et il va falloir être basé sur une réalité de coût. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne connaît pas ces coûts. Et d'ailleurs, moi je dis que même le coût, il faut connaître même le coût de l'eau qui est livré par les barrages. Parce qu'un barrage, c'est quand même un ouvrage qui a coûté des millions. C'est l'investissement public, c'est l'argent public. Nous avons des conduites d'eau, etc. Nous avons un traitement, etc. Tout ça, c'est important qu'on puisse le connaître. Il faudrait déterminer en fait précisément. Il faut avoir une comptabilité analytique, publique analytique, pour pouvoir véritablement connaître l'eau. Et puis, maintenant, on peut continuer dans la subvention, mais pour les agricultures qui sont intensives et qui sont commerciales, il va falloir équiper le coût. C'est-à-dire le juste prix ou le vrai prix? Le vrai prix. Ça sera le prix à payer en tout cas pour lutter contre la menace climatique. Tout à fait. Merci infiniment à vous. C'est moi, c'est Rachid, c'est moi. Merci à vous, expert en changement climatique, en ressources hydriques et en développement durable. Et je rappelle également que vous êtes secrétaire général de la Fédération marocaine du Conseil et de l'Ingénierie. Merci à vous. Merci à vous, c'est Rachid. Et à bientôt.